Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons analyser un sujet intemporel, la désinformation. Cette action consistant à utiliser les médias pour faire passer un message susceptible de tromper ou d'influencer l'opinion publique. Avec Internet et les réseaux sociaux, les fausses informations se diffusent de plus en plus vite. Pourtant, il est essentiel de les combattre et de les détecter car elles menacent la démocratie, la santé publique et la cohésion sociale. La question du jour est donc comment les médias traditionnels tels que la télévision, la radio, les journaux, magazines et affichages luttent-ils contre la désinformation? Pour en parler, nous retrouvons Léna sur le terrain. Merci Nina. Je suis en compagnie d'Inès. Inès, vous êtes journaliste spécialisée dans l'étude des médias. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre travail? Bonjour. Oui, mon rôle est d'analyser le fonctionnement des médias traditionnels et leurs stratégies pour répondre aux défis de la désinformation. Je travaille à la fois sur la télévision, la radio, la presse écrite et même l'affichage. Aujourd'hui, nous voyons une explosion de fausses informations se répandre sur le web ou même dans certains médias traditionnels. Nous constatons que de fausses informations faussent la possibilité d'un débat public raisonné et équitable pour tous, car tout le monde n'aura pas les mêmes informations. Pourquoi est-ce le cas? En effet, elles sont de plus en plus présentes et cela me désole en tant que journaliste. On peut expliquer cette forte augmentation par la nouvelle rapidité de diffusion de l'information, due notamment aux réseaux sociaux. Donc, il n'y avait pas de fake news dans le passé? Non, pas exactement. Mais depuis l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, de nombreuses informations circulent sans qu'il soit toujours possible de les vérifier. De plus, je pense que nous n'avons pas été suffisamment préparés à ce nouveau flux. Les nouvelles générations, la génération Z par exemple, s'informent aujourd'hui presque exclusivement sur les réseaux sociaux. En parallèle, certains médias interviennent directement dans les établissements scolaires, des ateliers d'éducation aux médias soutenus par le ministère de l'Éducation nationale et l'ARCOM. D'accord, je comprends mieux. Et comment se fait-il que la presse traditionnelle n'arrive pas à réfuter ces fausses informations? Comment peut-elle se rendre plus attractive pour les nouvelles générations, par exemple? Je précise pour nos auditeurs que les médias traditionnels sont la presse écrite, la radio, la télévision et les affichages et les magazines. Comme je viens plus ou moins de le dire, les médias traditionnels ont perdu de leur attractivité auprès de la jeunesse. Ils peuvent essayer d'être plus présents sur les réseaux sociaux, ce qui est déjà le cas de certaines chaînes de télévision comme TF1, France Info ou encore BFM TV. Grâce à ces plateformes, les médias traditionnels peuvent sensibiliser le public en montrant les signes qu'une information est fausse ou qu'une image est générée par l'IA. Pour les plus jeunes, certains médias interviennent directement dans les écoles avec des ateliers d'éducation aux médias, soutenus par le ministère de l'Éducation nationale et l'ARCOM. Et l'IA, justement, pensez-vous que c'est un facteur de la perte de confiance du public dans les médias? Oui et non. L'intelligence artificielle n'est pas, à mon avis, la cause directe de la perte de confiance dans les médias, mais plutôt un outil. Elle est parfois utilisée par certaines personnes ou certains gouvernements pour affaiblir cette confiance et influencer l'opinion publique. Plus précisément en France, avez-vous des exemples concrets de moyens utilisés par les différents médias pour lutter contre la désinformation? Oui, bien sûr. À la télévision, des chaînes comme France Télévisions ou Arte disposent de cellules de fact-checking, comme le vrai ou faux de France Info, qui vérifie les rumeurs circulant sur Internet. Les journaux télévisés, JT, de TF1, France 2 et M6 consacrent également des rubriques spéciales à la vérification d'informations. Ensemble, ils cumulent en soirée une audience d'environ 10 millions de personnes, soit 14,7% des Français. À la radio, France Info diffuse des chroniques quotidiennes comme le vrai du faux et les mots de la désinformation, qui démontent des rumeurs et intox en direct. Cela permet d'agir rapidement et de toucher un public varié aux heures de forte écoute. La presse écrite, comme Le Monde, a une rubrique dédiée, les décodeurs, créée dès 2009 et pionnière en France. Enfin, même si l'affichage et les magazines ont plutôt un rôle de divertissement, ils peuvent aussi sensibiliser. Par exemple, pendant le Covid, des campagnes publiques diffusaient des affiches avec le slogan « Vérifiez vos sources ». Donc il y a là à la fois un travail d'enquête journalistique, un effort de pédagogie pour toucher le plus de gens. Exactement. On ne se contente pas de démentir. On explique pourquoi une information est fausse, quelles sources sont fiables et comment les citoyens peuvent vérifier par eux-mêmes. A-t-on une idée de l'ampleur du phénomène de désinformation en France? Oui. Une étude de l'INSEE, qui est l'Institut national des statistiques et des études économiques, a montré qu'en 2021, plus d'un Français sur deux, 56%, déclarait avoir déjà été exposé à une infox en ligne. Une étude de l'Union européenne, en 2022, indiquait que 37% des citoyens estimaient avoir été confrontés à de fausses informations chaque semaine. Et un rapport de l'ONU rappelle que la désinformation est aujourd'hui un risque global pour la démocratie. Ces chiffres expliquent pourquoi les médias traditionnels investissent autant dans des dispositifs de vérification. Mais comment s'assure-t-il que ces vérifications atteignent vraiment le public?
C'est là que chaque support a ses atouts. La télévision touche des millions de téléspectateurs, tout public confondu. Les plus âgés la regardent en journée et un public plus large le soir, ce qui permet de corriger rapidement des rumeurs. La radio a l'avantage de la réactivité. Une intox peut être démentie dès le bulletin suivant. La presse écrite apporte de la profondeur avec des articles longs, des infographies et des enquêtes détaillées. L'affichage agit sur la durée. Les campagnes de sensibilisation restent visibles dans l'espace public, même sans Internet, pendant plusieurs semaines. Et malgré tous ces efforts, les médias ne se sentent-ils pas parfois dépassés par la rapidité des fake news? Bien sûr, les fausses informations circulent souvent plus vite que les corrections. Une étude du MIT a montré que les fake news ont 70% de chances en plus d'être partagées que les vraies informations. Mais c'est précisément pour cela que les médias traditionnels doivent rester présents. Ils incarnent la rigueur, la vérification et la responsabilité. Et pour l'avenir, quelles solutions envisagez-vous? Il y en a 3 principales. Renforcer la coopération entre les médias, agences de presse et institutions publiques pour partager les vérifications. Développer encore l'éducation aux médias afin que chaque citoyen sache reconnaître une source fiable. Innover dans les formats pour que l'information vérifiée circule aussi vite que la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux. Merci Inès d'être venue nous éclairer sur ce sujet important qu'est la désinformation. Merci Inès pour ces précisions. On retient que la lutte contre la désinformation mobilise tous les médias traditionnels, télévision, radio, presse et affichage. Chacun a ses atouts, rapidité, visibilité, profondeur ou encore pédagogie, mais ils ont tous le même objectif, rétablir la vérité et protéger la démocratie. C'était notre podcast du jour. Merci de nous avoir écoutés. À très vite sur le canal Hypogée pour de nouveaux décryptages.